Bonsoir Michel Fugain. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très très bien et vous? Magnifique. Merci d'être avec nous. Vous sortez votre nouvel album, le 33e album, et il y a un concert à Genève le 24 avril au BFM. Cette propension à chanter la vie, à chanter l'amour, à chanter la liberté, elle est toujours intacte. Absolument. Absolument intact. D'abord parce que je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Et puis, je pense que tout le monde a besoin d'avoir ce genre de bouffée d'air, de bouffée de bon air. Non, j'ai pris trop de plaisir jusque-là avec ces thèmes porteurs pour en changer, oui, ça sûrement pas. Vous aimez la vie profondément. Quelle forme ça prend chez vous? D'aimer la vie? Ouais. Vivre pleinement tout ce qu'on peut vivre, mais au présent. C'est-à-dire, je vis dans le présent. J'aime la vie parce qu'elle est faite d'amour, d'amitié, d'emmerde. Charles Aznavour, quoi. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. C'est fait de tout ça. Ça doit être tout sauf un encéphalogramme plat, quoi. Il y a des pleins, des déliés, des... Elle n'a pas toujours été facile, votre vie, en plus. Ah, non. Je crois pas que... Enfin, il y a des trucs, je me serais bien passé de certains deuils. Mais non, c'est pas facile, mais... Et alors, on se relève de tout, hein. On se relève des difficultés, on se relève des drames. On est la preuve vivante, je crois, que ça trace, qu'on continue de tracer, et que, jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'on peut amener, tout ce qu'on peut laisser, eh bien, c'est tant mieux, c'est pour les autres. Vous dites, cet album, c'est un album très personnel. On donne son nom, hein, la vie, l'amour, etc. Pourquoi c'est un album plus personnel que les autres? D'abord parce que j'ai fait les textes, j'ai fait 8 textes et demi sur 10, parce que je crois qu'il y a des textes qui m'ont permis d'être plus intimiste. Je pense à une chanson qui s'appelle « Lisez-moi » et qui dit si vous lisez bien, vous suivez les cicatrices, vous verrez tout ce qui s'est passé dans ma vie, que ce soit les cicatrices là ou que ce soit dans mon âme, des bleus à l'âme. J'avais jamais fait ça. D'abord parce que je suis assez réservé sur ce truc. Autant je peux être prolixe sur les règles de la vie discutables et débattre en refaisant le monde parce que ça va avec. Mais je parle jamais de moi, jamais très très fort. Alors le tout, c'est de parler de soi sans dire moi tout sans arrêt. Je déteste ça, le moi étant haïssable. Donc, ouais, je suis assez content de ça. C'est aussi peut-être une question de kilométrage au compteur. Je le fais plus volontiers. Je ne m'épanche pas. Je n'ai pas les sourcils en accent circonflexe. Ça va avec. Peut-être aussi, je suis sensible au fait qu'il y ait une complicité qui s'est établie entre les gens de mon peuple, hein, je fais partie d'un peuple, et que cette complicité, ils me permettent de m'épancher un peu. Vous aimez vous exprimer, vous aimez cette sincérité dans le propos. Je crois même, dans une de vos chansons, vous dénoncez en quelque sorte ces mots qu'on ne dit pas et qu'on évite. C'est quoi ces mots qu'on ne dit pas et qu'on évite? C'est-à-dire partir en guerre contre les gens contre lesquels il faut partir. À quoi ça sert d'éviter les mots à quoi sert d'éviter les mots qui fâchent? Parce que dans notre société un peu wokiste, il y a des trucs, il y a des mots qui passent mal, qui passent plus. Et je le vois parce que j'ai des enfants, même s'ils ont 30 ans. Et souvent, ils me font « Ah, mais quelle violence !» Non, c'est pas violent, je suis passionné. Je suis passionné par la vie, par les choses de la vie, je suis passionné. Et quand on est passionné, il y a toujours une forme d'exaltation. Eh bien, il y a des jeunes générations qui vivent ça comme
comme une violence. Non, 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 non. À quoi sert d'éviter les mots qui fâchent? Parce qu'il y a des mots qui fâchent, dommage. Mais traiter d'imbécile Trump, ça ne me gêne pas. Traiter de racaille Poutine, ça ne me gêne pas. Parce que je peux démontrer, il y a une photo de Poutine à 17 ans, or ça se voit d'une espèce de truc en tour, c'est une racaille. Racaille un jour, racaille toujours. D'un seul coup, on a Matamor, et en face, une racaille. On est géré par ça, avec des Européens qui sont là, ils font qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on pourrait le faire, puis on ne va pas le faire. Là, ils se réveillent, les Européens, en ce moment, non? Le réveil est lent, hein. Il faut peut-être sonner le clairon, parce que, non, mais c'est ça. Dès qu'on aborde ces sujets-là, il y a des gens qui font « Non, moi, ne me parle pas de ça ». Mais ça, c'est pas un discours de gauche. Michel Fugain, vous avez toujours été un peu une figure de la gauche, un homme très engagé dans vos chansons. Il y en a même les chiffons rouges, c'est une chanson qui est... Fou éperdument. Ouais. Je ne suis pas un homme de gauche. Même si les gens m'ont catalogué, et je me catalogue moi-même volontiers, plutôt vers la gauche, c'est-à-dire je suis plutôt du côté des mal lotis que des côtés qui sont bourrés de fric, ça c'est clair, mais chez les gens qui sont bourrés de fric, il y a des mecs qui sont généreux et qui s'en servent. Est-ce qu'un mec comme Bill Gates est de gauche ou de droite? Et il donne la moitié de sa fortune pour plein de choses qui servent à l'humanité, qui servent l'humanité. Donc, je fais plus cette distinction-là. Je trouve qu'elle est surannée, puis elle donne la possibilité à des gens qui ne sont pas des alphas dans la meute, qui sont des gens, des petites personnes qui tiennent trop de place, et qui manquent de burnes en plus, qui manquent de couilles. Vous avez une carrière immense, plus de 60 ans de carrière, et toujours cette voix qui peut changer, Michel Fugain, vous vous en rendez compte? Il y a des chanteurs où la voix, elle change, on sent les choses. Vous, on a l'impression que vous avez toujours la même voix. Je chante mieux maintenant qu'avant. Ah ouais? Ouais. Je chante mieux maintenant qu'avant. Pourquoi? Parce que je chante toujours, parce que j'ai appris à ne plus me faire mal. Je peux faire 2 fois le spectacle de suite. Et je sortirai avec une voix intacte. On apprend des trucs au passage. Il est temps que j'apprenne. Mais bon, c'est bien. Mais c'est quand vous avez la voix et que votre rôle est de chanter et de parler, puisque je parle en scène. Il vaut mieux que vous ayez l'énergie qui va avec. Et sinon, vous avez un outil de moins. Quand on monte sur scène, il vaut mieux avoir tous ces outils. Mais vous avez un vrai plaisir sur scène, un vrai appétit de la scène. Et c'est assez étonnant, c'est admirable. Vous me dites, je préfère faire plein de fois une petite salle qu'une seule fois une grande. Absolument, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On a rejeté encore 2 au mois de juin. Mais on aura fait en tout 9 ou peut-être bientôt 10 Bobino, une salle de 1000 places. Ça fait 10 000 chansons, je préfère 10 000 personnes. Je préfère faire 10 fois Bobino avec des gens que je vois jusqu'au fond de la salle, je vois leurs yeux, je vois leurs réactions, on passe la soirée ensemble, plutôt qu'une immense salle où je ne sais plus qui est là, qui au fond, ça plus. Vous l'avez fait ça quand même, les très grandes salles? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Vous avez toujours refusé. Pas tant que ça. Je vous rappelle que le Big Bazar, on travaillait dans un chapiteau de 3500 à 4000 places, parce qu'un chapiteau, c'est extensible. Hein, vous serrez un peu les gens sur les banquettes et ça va. Mais un chapiteau, c'est comme ça. Voilà. Mais je peux pas travailler dans une salle si je ne vois pas les gens. Voilà. Pas de tournée des stades en vue, alors, pour Michel Fugain? Sûrement pas. Sûrement pas. Sûrement pas. Plus de 10 millions de disques vendus. Les chiffres donnent le vertige. Alors, on vous classe volontiers parmi les chanteurs populaires. Je pense qu'on peut assumer le propos. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme un chanteur populaire? Quelle forme ça prend aussi, cette définition de chanteur populaire chez vous? C'est prestigieux. C'est prestigieux. Populaire, j'y mets un P majuscule. C'est le peuple. Le peuple. Et j'ai vu une image
que certains de vos confrères m'ont resservi, où j'avais répondu à la question, chanteur populaire, oui, il y a des chanteurs qui veulent être impopulaires, ça existe. A priori pas. Ça existe, ça. Non, oui. Mais vous l'êtes devenu. Certains le veulent, mais vous l'êtes devenu. C'est la complicité. J'explique ça, je vais essayer de le faire vite, j'explique ça par le fait que nous sommes tous, nous qui sommes sous la lumière, nous sommes tous des morceaux du peuple, des facettes. Je parlais il n'y a pas longtemps de Julien Clerc, c'est une facette. On est deux personnalités différentes. Et lui, sa facette, elle correspond à des gens qui sont dans le peuple en question, dans ce peuple-là. Moi, je suis plutôt, j'ai été catalogué faiseur de fêtes. Ok, ça m'a fait chier au début, hein, ça m'emmerdait. Et puis un jour, j'ai admis, j'ai dit, bah ouais, je préfère être catalogué comme un faiseur de fêtes, comme un emmerdeur ou un mec avec qui on s'ennuie. Et pourtant, chez vous, il y a un côté très sauvage, en tout cas, loin du showbiz. Vous n'êtes pas forcément dans le showbiz, votre forteresse, c'est la Corse. Donc, il y a une immense popularité et ce côté sauvage chez vous. La Corse, c'est strictement indispensable. Ouais. Parce que chaque fois qu'on va à Paris avec ma femme, ma nouvelle femme, on voit des gens s'agiter, quoi. C'est la gesticulation obligatoire, semble-t-il, puisque tout le monde le fait. Nous, on a besoin de se retrouver en Corse avec rien. Je travaille en Corse, j'invente en Corse, au rythme corse, c'est-à-dire un truc. C'est un pays où les jours ont 24 heures. On a tout le temps possible et imaginable. Ça va doucement. Il y a les oliviers aussi, hein, en Corse. Ah, il y a des oliviers, il y a plein de choses qui sont belles, il y a les oliviers. Il y a la mer, par exemple. Chaque fois qu'il y a des Parisiens qui viennent et qui vous voient pour la première fois, qui rentrent dans la maison, j'ai une propriété où il y a plein d'arbres. Parce que j'ai voulu qu'il y ait des arbres sur ce que j'allais acheter il y a très longtemps de ça. Et là, ils viennent, les Parisiens, hein, ils font « Putain, mais coupe les arbres, tu vas voir la mer !» Oh, couillon. Moi, la mer, elle est là. Je la sens. Je sens la masse d'eau. Mais quand je vais à Île-Rousse, qui est à 4 km, j'ai la mer à gauche. Je la vois, ma masse d'eau. Et quand je reviens chez moi, j'ai la masse d'eau à droite. Et je sens le poids de cette masse d'eau qui me fait un bien que vous n'imaginez pas. Et je pense que ça n'est pas que l'iode. Il y a le fait qu'au départ, on est des animaux marins, d'accord ? Vous dites on est au début de l'humanité. Ça, c'est une de vos phrases. Bien sûr qu'on est au début. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va continuer encore longtemps. On nous prédit la fin du monde, là. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Ah, pour vous ? Non, il n'y aura pas de fin du monde. Le monde, la planète... Je vais vous citer un exemple qui me frappe, qui m'a toujours frappé. Vous vous souvenez des bombes à lac ? Où ils nous ont emmerdés pour qu'on arrête avec les bombes à lac à cause du trou de l'ozone. De l'ozone, oui. Puis j'ai vu un jour un documentaire canadien, puisqu'ils font des docs absolument magnifiques. J'ai vu ce documentaire, et puis je voyais le trou d'ozone qui bougeait, qui et en ce moment, le trou d'ozone, il est fermé, presque. On a d'autres problèmes. Il est redevenu petit. Oui, mais la Terre parle à la Terre. La Terre, elle n'en a rien à foutre. On est des animalcules qui s'agitent dessus. On lui fait du mal parce qu'on soutire, on prend des pétroles, on prend des machins. On lui fait mal, mais elle est plus forte que nous. Elle est beaucoup plus forte que nous. Vous regrettez. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas écolo. Hein. Non, mais vous regrettez aussi le faux procès qu'on peut faire à votre génération, notamment en disant ouais, voilà, l'ancienne génération nous a laissé une planète dans un sale état. C'est facile à faire. Vous, non, vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, je peux le faire. J'ai dit les enfants. Le changement de société, le changement colossal qu'il y a avec le cybermonde, il arrive effectivement grand public en 90, dans les années 90. Et là, à partir de là, c'est plus nous. Nous, c'est pas nous qui avons inventé. Nous, les GAFAM, c'est des mecs qui avaient 25 ans, d'accord ? Comment il s'appelle ? Zuckerberg. Zuckerberg. Elon Musk.
d'autres. Oui, c'était des mômes. Ouais. Et puis c'était des mômes, dans les années 80, ils ont inventé le monde qui est là, qui se met en place là. Donc nous, on n'y est pour rien. Nous, on avait un monde analogique, et d'un seul coup, on est passé dans un monde numérique. Un monde plus libre. Avant, Ouais. oui, on avait au moins la liberté de ruer dans les brancards, et c'était normal. On ruait dans les brancards, on pouvait traiter de vieux cons des gens. Ça, c'est la liberté d'expression. Mais la liberté, la vraie liberté. Mais la liberté d'expression, elle va disparaître petit à petit, parce qu'on va finir par être trop nombreux. Moi, bougez pas, moi j'en ai pas pour longtemps là. Restez avec nous quand même. Ouais, je reste avec vous, mais statistiquement, il y a bien un moment où ça s'arrête. Mais il va y avoir, on va être trop nombreux. Il va falloir prendre des règles. Est-ce que vous avez senti le nombre d'interdictions qui s'ajoutent les unes aux autres? C'est un monde qui change. Revenons aux origines, Michel Fugain, parce que forcément la liberté, elle est là présente dans toute votre vie. D'abord, vos parents, des résistants, des vrais résistants de la guerre. Votre papa médecin, Pierre Fugain, oui. Courage immense. Il faisait manifestement il faisait faire des IVG à l'époque où c'était interdit. Il a aussi été emprisonné. C'était un prisonnier politique pendant la... C'est pas les mêmes périodes. Pas les mêmes périodes du tout, mais voilà, il y a eu une succession d'actes un peu de résistance. De résistance. Et d'irrévérence. Il a résisté, de toute façon, au Conseil de l'Ordre des médecins, depuis qu'il est vivant et qu'il fait de la médecine, parce que le Conseil de l'Ordre, il a dit, c'est un conseil pétainiste. Ouais. C'est Pétain. Et c'est vrai, c'est archi vrai. Et il s'en fout, il a lutté toujours contre tout ça. Mais il a introduit à Grenoble, il y a déjà beaucoup d'années, il a introduit l'accouchement dit sans douleur. Dit sans douleur. Et il préparait les femmes. Et, à l'accouchement, il y avait, ça brassait dans tout ce qui était l'appartement qui était assez grand, il y avait la possibilité de préparer les femmes, etc. Préparer les femmes à l'accouchement sans douleur. Pour lui, ça ne fait pas l'ombre d'un problème. Et sa motivation, c'était une motivation humaniste. Ouais. Donc, j'espère simplement d'avoir hérité de son humanisme-là. Si je parle de la prison, c'est que, voilà, bon, l'anecdote, certains la connaissent, mais vous avez été conçu en prison, Michel Fugain, racontez-nous. Il se fait encabaner par les sbires de Pétain parce qu'il est communiste et que, je recite le titre du film de Balasco, « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes ». Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est vrai, parce que ça implique une joie pour les mômes incroyable. La maison est joyeuse, parce qu'il y a des prolos, parce qu'il y a tout, parce qu'ils bouffent, parce qu'il y a des grandes bouffes. Ça n'arrêtait pas. C'était vraiment une espèce de joie du combat, quoi. Mais joie du combat. Vous parliez de la résistance. Je peux affirmer que les résistants, ils n'avançaient pas avec la trouille. Il y avait une part d'inconscience, ils étaient parfaitement conscients des dangers qu'ils encouraient, mais je répète, les gens qui combattent, ils bouffent, ils boivent, ils baisent. Ouais. Et parce qu'ils ne savent pas si le lendemain ils seront vivants. Et ça change tout l'approche de la vie, ça change tout l'approche de l'être humain. C'est ça qui m'intéresse dans cette forme d'humanisme-là. Vous êtes né en pleine Deuxième Guerre. Alors vous gardez évidemment peu de souvenirs, hein, parce que vous étiez très, très, très jeune, mais il y en a un, je crois, c'est la visite des Allemands chez vos grands-parents. Comment vous savez ça ? Je pense que j'ai un peu travaillé cette interview quand même. C'est vrai. J'ai posé les questions, hein. Et j'ai dit, je voyais une grange, je voyais un chemin, un abreuvoir, je voyais un verger derrière. J'avais 3 ans, quoi, peut-être même pas. Non, plus que 3 ans. Oui, 2 ans ou 3 ans. Ouais, entre 2 ans et 3 ans. 3 ans. Je vois, et je voyais où était la cuisine, la grosse. Je voyais tout. Et il me dit, mais comment tu te souviens de tout ça ? Pourquoi ? J'en sais rien. Et effectivement, il y a eu 4 ou 5 Boches
puisqu'ils appelaient ça comme ça, qui rentre chez mes grands-parents. Et tout le monde a serré un peu les fesses. Oui, parce que ouais, papa communiste. Oui, mais ils n'étaient pas là. C'était pas communiste, là, c'était résistant. Là. Ouais. Il faisait partie d'un réseau qui était très dur, qui s'appelait le réseau Reims-Coty, c'est-à-dire renseignement, hein, c'est très très fort. Et on dit, putain, ça va mal. Et en fait, ils rentraient pour, si vous aviez un verre d'eau, et ma grand-mère qui leur a donné à chacun à boire un verre d'eau, et puis ils sont barrés. Mais c'est digne de la grande vadrouille, cette scène, que c'est un peu film. ça. Mais que ça Ça vous a marqué. Je l'avais dans ma tête. C'est une image que j'ai gardée. Et puis donc, ça veut dire, ouais, ses grands-parents, ses parents, tout ça, la famille, c'est un socle pour vous. Ouf, terrible. Terrible. Maintenant, j'espère faire partie du socle de la famille qui continue. Mais bon, ça ne se présente pas de la même manière. Oui, bien sûr. Vous avez eu cette chance. Savoyard du côté de mon père. Il y a même un hameau qui s'appelle Chez les Fugains. Savoyard du côté de mon père, italien du côté de ma mère, et définitivement méditerranéen en ce qui me concerne. J'ai un amour de... J'ai des images très amoureuses de ma famille italienne, le jour où ma grand-mère faisait les pâtes. Elle roulait la pâte, et puis elle coupait la pâte, et puis elle faisait des saladiers de trucs qui étaient tellement bons. Et oui, ma grand-mère de Savoie, j'ai grands-parents qui s'appelaient Marie et Joseph. Il faut le faire, hein. Ouais. Excusez-moi. Et ma grand-mère faisait de la crème de marron. Chaque année, elle faisait de la crème de marron. Des pots entiers, mais vous ne pouvez pas imaginer comme c'est bon. C'était extraordinaire. J'ai pour toutes ces années une tendresse vraiment c'est inoubliable. Cette liberté, elle vous a suivi au Big Bazar. Juste avant le Big Bazar, il y a eu un peu d'hésitation. On voulait faire de vous un médecin, un neurochirurgien. C'était pas pour vous. Il y a eu ensuite des tentatives de faire du cinéma, de la comédie. Après le bahut, après le bac, normalement, je rentrais en fac de médecine. C'était comme ça, c'était prévu. Mon père voulait que il me parlait de... La neurochirurgie, c'est vachement bien. C'est le truc le plus facile. Ça me fait chier. Alors que j'aurais pu faire un très bon généraliste. Ça, j'en suis sûr. Ouais. Parce que j'aime les individus, quoi. J'aime les êtres humains. Et mon père fait partie de la génération qui a supplanté, ou du moins qui est arrivé à la place du curé. C'est-à-dire que la confession, elle arrivait au toubib, au médecin de famille. Et j'ai des anecdotes avec tout ce qui est les confessions et tout ça. C'est incroyable. Mon père a été soigné. Il y avait à Vorep un séminaire pour les garçons. Il y avait un truc pour les filles, une espèce de truc couvent pour les filles. Il était médecin des deux, alors qu'il y avait un médecin qui était Cato de chez Cato. Mais ils choisi ça, et ils l'appelaient le bon docteur Fugain, ouais. parce qu'ils s'en foutaient, même en dehors de tout ça, il n'y a plus de dogme de religion, c'est ça que j'ai envie de faire passer. Halte au dogme, aux religions, aux ordres reçus par quoi que ce soit. Mais ça a toujours été chez vous. Mais oui, mais le Big Bazar, là, j'en parlais, la création de ce Big Bazar, il y a quoi, il y a 50 ans plus maintenant. Avec le Big Bazar, j'ai contrôlé simplement un truc, et qui me vient vraisemblablement de mon papa, c'est je suis un fédérateur. Je suis essentiellement un fédérateur. J'en tire pas plus de fierté que ça, mais c'est comme ça. Je suis fédérateur de ce qui existe en ce moment, et je suis fédérateur depuis longtemps avec le résultat de ce qui est sur scène maintenant. Et j'ai été toujours aidé par le fait que j'avais toujours 50 plus. Alors donc, il y avait un respect un peu supplémentaire dû aux 5 ans. Maintenant, c'est pareil. Oui, je suis pater familias selon les circonstances. Je suis le père de famille, je suis le grand frère, je suis tout ce que vous voulez. Mais il n'empêche que fédérateur, ça veut dire qu'il y a des gens
que vous aimez et qui disent oui, je reste avec toi, je travaille avec toi, je fais le boulot avec toi, car j'aime travailler avec toi. Puis à un moment, on aime bien travailler ensemble. Ouais. Et puis au début, c'était vraiment pas pour l'argent, vous donniez des petits cachets vraiment. C'est toujours pas. Ah ouais, c'est toujours pour le plaisir. C'est ruiné en fait depuis le début. C'est toujours pas. Tant que la paye du chanteur sera haute, ça fait le prix des places plus cher. Ça me paraît un calcul absolument imbécile. Vous disiez aussi, le Big Bazar, ça m'a permis de ne pas avoir le trac en montant sur scène. Ah, j'ai désappris, oui. J'ai désappris le trac que je pouvais avoir encore avant. Mais quand vous rentrez 15 sur une scène et qu'il y a 15 musiciens derrière, 11, exactement 11, mais vous rentrez 15 devant, et la plupart des gens, viennent à 2. Vous êtes plus nombreux. Ouais. Donc il ne peut rien vous arriver. Puis il y a cette complicité aussi qui va avec la bande. Une bande, c'est une bande d'amis, hein. C'est une bande de complices. Et tout ça, vous ne pouvez pas faire abstraction. Tout ça, ça a forgé ma personnalité, ça a forgé ma vie. En fait, ça a structuré ma vie. Puisque vous me demandez de parler de ma vie, mais je rends hommage à tout ça. Je dis merci à cette vie d'avoir coïncidé avec ce que je suis. Parce que il y a interaction quoi, entre ce que vous êtes, la vie que vous vivez. Puis à un moment, la vie, elle vous envoie elle vous envoie des trucs, puis vous répondez. C'est magique, quoi. Et on se réjouit beaucoup de venir vous voir le 25 avril au BFM. Le 24 avril au BFM. Michel Fugain. Eh ben, c'est une très belle salle. Il paraît que c'est à Genève, qui donne comme ça sur l'eau. Vous serez très bien entouré. C'est vrai. Ouais. Merci Michel Fugain. Ça m'a fait plaisir de venir délirer devant vous. Merci.